Alors que la tempête fait rage sur le petit village que nous connaissons bien et que le ciel semble tomber sur la tête de nos amis gaulois terrorisés, on voit apparaître dans la maison du chef Abra Coursix un être étrange, énigmatique, qui prétend posséder un don. Il prétend être capable de prédire l'avenir. Et finalement, rien de plus normal pour lui, car, comme il le dit lui-même, il n'est autre qu'un devin. Quel est ton nom, voyageur? Je me nomme Prolix. Je savais que l'orage allait éclater. Et je me suis hâté vers ta maison, où je savais que je pouvais compter sur ton hospitalité. Mais comment savais-tu tout ça? Je suis un devin. Le devin savait que l'orage allait éclater, savait qu'il pouvait compter sur les Gaulois en termes d'hospitalité. Mais ses prédictions ne s'arrêtent pas là. Devant des Gaulois subjugués, le devin arrive à prédire, en lisant l'avenir dans du poisson pas très frais, qu'après la pluie viendra le beau temps et qu'une bagarre va bientôt éclater. Et par Damona la génisse, je vois que le ciel ne vous tombera pas sur la tête et qu'après la pluie arrivera le beau temps. Me voici soulagée. Je vois aussi qu'une bagarre va éclater. Les Gaulois constatent avec stupéfaction et fascination que les prédictions du devin se révèlent exactes. C'est pas du fake tout ça. Comme je l'avais prédit, après la pluie, le beau temps. Astérix a beau démontrer que n'importe qui était capable de prédire ces événements. Il n'en faudra pas plus néanmoins pour que les habitants du petit village se soumettent aveuglément au discours du devin et qu'ils soient complètement séduits, fascinés par lui. On s'aperçoit alors qu'il est très facile d'abuser des hommes, de leur faire adhérer à n'importe quel discours. Mais pourquoi? Comment expliquer cette fascination qui ne repose finalement que sur des prédictions ridicules? Pour comprendre cela, il nous faut aller voir les prédictions de nos devins modernes, celles que l'on va trouver par exemple dans notre horoscope. Que dit alors l'horoscope à mon sujet? Voyons, Verseau. Voilà que vous avez votre moment de gloire. Un doux succès, sans doute bien mérité, car vous avez bataillé. Ah que oui, je bataille pour faire mes vidéos, mais je n'ai toujours pas connu de moment de gloire. Alors là, après la lecture de mon horoscope, je me prends à rêver. Enfin la gloire, enfin la célébrité, les abonnés qui affluent en nombre. Mais quelques jours plus tard, rien du tout. Mes vidéos n'arrivent toujours pas à toucher les gens. Pourtant, il y avait bien du vrai dans les prémonitions de l'horoscope. Je bataille dur dans l'écriture des vidéos, dans le montage. Ah non, ça c'est pas moi. Mais bon, peu importe. J'avais confiance en mon horoscope et il m'a trompé. N'était-il pas censé dire quelque chose de vrai à mon sujet? Qu'en est-il alors des prédictions de Madame Irma et de tous ses acolytes? Nous disent-elles quelque chose de vrai à notre sujet? Ou bien ne s'agit-il ici que d'une pure fantaisie, d'un simple abus de notre crédulité? Essayons ensemble de comprendre les ressorts cachés de l'horoscope. Essayons ensemble de démêler le vrai du faux. L'horoscope essaie d'établir un lien de causalité entre d'un côté ma naissance et de l'autre la position des astres au moment où je suis né. Ah, c'est quand même un peu plus élaboré que de lire l'avenir du poisson pas très frais. Et ce lien de causalité va permettre d'expliquer mon caractère, mais il pourra également rendre raison de ce qui pourrait arriver d'important dans ma vie. Explication, lien de causalité, ce sont des termes qu'on retrouve dans le langage scientifique. Et ce n'est pas pour rien si l'horoscope est lié à l'astrologie. Dans l'astrologie, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le suffixe logos, qui renvoie à la raison, à un discours rationnel. Et on retrouve ce terme de logos, de discours rationnel, dans le domaine scientifique, comme la biologie, l'épidémiologie, la psychologie. Et le devin dans Astérix ne s'est pas trompé. Pour abuser de la crédulité des Gaulois, il donne un vernis scientifique à ses prédictions.
qu'un enfant de 4 ans aurait très bien pu faire facilement à sa place. Après la pluie, le beau temps. Je préfère vous quitter. D'autres villages ont besoin de ma science. Les autres ont donc besoin de la science du devin. Et ce terme de science n'est pas anodin. C'est un terme qui marque les esprits, qui emporte notre conviction. Et ce qui marque d'autant plus les esprits, c'est que l'horoscope, comme la science, prétend prédire l'avenir. Il n'annonce pas la venue d'une nouvelle éclipse, comme l'astronomie. Non, bien mieux. Il prétend parler de notre avenir, de l'avenir de chacun des hommes pris individuellement sur Terre. Et là, il l'assure grave. Voilà pourquoi l'horoscope nous séduit tant et que l'on va prêter attention à ce que le voyant dit à notre sujet. Voilà pourquoi les gens payent une fortune, car ils veulent connaître leur avenir, et cela par n'importe quel moyen. Par l'horoscope bien sûr, mais aussi grâce à la divination, l'art de lire l'avenir dans des poissons pas très frais. La chiromancie, l'art de lire l'avenir dans le pli des mains. La pygomancie, l'art de lire l'avenir dans le pli des fesses. Dans le pli des fesses. Finalement, rien n'arrête l'imagination sans limite de ces vendeurs de rêves. En prétendant prédire notre avenir, l'horoscope va mettre fin aux doutes qui nous tourmentent. Doutes qui concernent principalement notre futur. L'horoscope pourra enfin être la solution à nos problèmes, répondre aux questions que l'on se pose tous. Que va-t-il m'arriver demain, dans 1 an, dans 15 ans? Heureusement, l'horoscope est là pour nous répondre. En fait, un discours qui nous comprend, qui parle de nous, qui dit quelque chose de vrai à notre sujet. Il faut bien comprendre que le discours de l'horoscope ne se présente pas comme une simple croyance ou comme une histoire romancée, fictive sur nous-mêmes. Non, Bonne Mine croit vraiment qu'elle ira vivre à Lutèce et qu'elle fera partie du tout Lutèce, qu'elle connaîtra la gloire là-bas. Et c'est là le problème. L'horoscope se donne l'apparence d'un discours scientifique. Il use de stratégie pour se donner l'apparence de la vérité. Mais en réalité, il ne correspond en rien à un discours vrai. La prétendue relation entre les astres et notre caractère n'est absolument pas vérifiable. Elle renvoie à des causes magiques, surnaturelles, que seuls les initiés peuvent comprendre. C'est un savoir exclusif, qui ne concerne que ceux qui possèdent un don spécial. Par exemple, le devin dans Astérix est en contact avec des forces surnaturelles. Il est le messager des dieux. Alors, quand on parle d'astrologie, de voyance, on parle de science ésotérique. Mais bien sûr, ce nom de science est totalement inapproprié, car la science propose d'expliquer le monde à travers une observation de celui-ci. Observation qu'on ne trouve pas en astrologie. Et la science propose de comprendre le monde à travers des moyens proprement humains. La raison, l'expérimentation et bien sûr l'observation. La science ne fait jamais intervenir de causes surnaturelles, magiques, pour expliquer le monde. Pourtant, l'horoscope semble quand même parler de nous. Les prédictions semblent quand même marcher, et n'en déplaise aux sceptiques. Certes, l'horoscope semble parler de nous, mais il ne s'agit ici que d'une illusion. Si on est facilement abusé par ces prédictions, c'est parce que l'horoscope va utiliser ce que les psychologues appellent l'effet Barnum ou l'effet Puy. L'effet Barnum consiste en ceci. On va donner des descriptions tellement floues ou générales qu'on ne pourra alors que s'identifier à elles. Si on reprend l'exemple du début, on s'aperçoit que les descriptions que l'horoscope donne à mon sujet sont valables finalement pour n'importe qui. Qu'elles peuvent correspondre à n'importe quel individu. Oui, finalement, qui ne bataille pas dur pour réussir? Qui ne recherche pas la gloire, la reconnaissance? Ces descriptions générales ont ceci de très fort, c'est qu'elles ne peuvent pas être démenties par la réalité. Moi, certes, je n'ai pas connu la gloire, peut-être que je la connaîtrai jamais, mais je bataille toujours. Donc rien ne me dit que je ne connaîtrai pas la gloire, un de ces 4. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 1 semaine, mais dans des années, qui sait, ou à l'heure de ma mort. Amen. Certes, Bonne Mine n'est pas encore partie à Lutèce, mais qui sait, elle pourra toujours y vivre et en devenir la star. Cela peut effectivement arriver dans un futur proche. Le discours de l'horoscope, celui du devin, est alors
irréfutables. Tous ces discours ont toujours raison. Et pour cela, ils ne doivent pas rentrer dans les détails. Ces descriptions, je le répète, doivent rester générales et assez floues. Car, finalement, que veut-il dire par gloire, par batailler dur? Tout cela est soumis à notre propre interprétation. Et si j'y crois, je vais analyser l'ensemble de ma journée à travers le prisme de ces descriptions, toutes plus enthousiastes les unes que les autres. Vous connaîtrez la gloire, l'amour, le succès. Ah, que c'est beau tout ça. Par contre, on ne trouve jamais, dans notre horoscope, des énoncés du type « Vous allez tomber en dépression et rien ne pourra vous guérir de cette maladie. Vous finirez donc seul et misérable. » Ah oui, avec un horoscope comme ça, n'importe qui passe son chemin. Hors de question d'y prêter attention. Enfin, pour garantir son irréfutabilité, le discours du voyant va s'armer de faux arguments. Ce qu'on appelle en philosophie des arguments ad hoc. Ad hoc? Ad hoc? Non, attention, ici il ne s'agit pas du capitaine ad hoc. Ad hoc, ça veut dire, ici, que quoi qu'il arrive, le discours sera toujours justifié par de fausses raisons. De fausses raisons qui viendront colmater la brèche, empêcher que les prédictions du voyant soient réfutées. Le voyant interprète ses prédictions comme cela l'arrange ou arrange la personne qui est en face de lui. La première, la justice. La deuxième, le jugement. C'est pas forcément mauvais, hein. C'est la force. C'est bon, c'est la force. Oui. Quand faut-il que ce soit pas la force de l'ordre? On voit ici que face au criminel qui se trouve en face d'elle, Madame Irma interprète les cartes comme cela l'arrange, ou arrange la personne qui l'écoute. La force, ça peut être bien pour le criminel, à part s'il s'agit des forces de l'ordre. Pareil pour la justice, ça peut être bien ou mal, en fait, c'est vous qui voyez. Hein. Le voyant arrive donc toujours à retomber sur ses pattes et à profiter de la crédulité de celui qui vient le voir. La vérité dérange. La vérité va des fois à l'encontre de nos désirs, de nos intérêts. L'horoscope, lui, ne nous déçoit jamais. Toujours cousu en fonction de nos désirs. La vérité également se discute. Elle suppose la réfutation, le dialogue. L'horoscope, lui, est irréfutable. Et c'est là-dessus que Popper va montrer la différence entre un savoir scientifique et un faux savoir. Les différentes explications proposées par l'horoscope, le soi-disant lien de notre date de naissance et de la position des astres ne correspond en rien à quelque chose de réel. Cela ne repose sur aucun fondement rationnel, sur aucune observation. Ça ne renvoie en réalité qu'à l'imagination très vive du voyant. Et c'est bien parce que ce discours n'a rien de réel qu'il ne peut pas s'exposer à la réfutation. À la différence, les explications scientifiques se confrontent à l'expérience, à la réalité. Réalité qui peut parfois jouer des tours à nos désirs et à ce que l'on pense être vrai. Et c'est en ce sens que les vérités scientifiques peuvent être réfutées. Popper montre que la vérité scientifique se construit toujours à travers des hypothèses et des réfutations. La science, selon lui, ne peut accéder qu'à des vérités provisoires. Car rien ne nous dit que dans un avenir proche ou lointain, de nouvelles expériences ne viendront pas contredire, voire nuancer, notre rapport à la vérité. Waouh! Ok, la science produirait des vérités provisoires. Effectivement, cela va à l'encontre de ce qu'on pense spontanément. On s'imagine que la vérité ne se discute pas, qu'elle est unique et absolue. Effectivement, oui c'est le cas, hein, si on se penche du côté de la religion ou de l'horoscope. Mais non, ce n'est pas le cas si on se penche du côté de la science. Et c'est bien ce qui fait la force de la science, de toujours se mettre des bâtons dans les roues, de ne jamais rester enfermé dans un savoir, enfermement qui l'empêcherait d'avancer et de progresser. Attention toutefois, quand je parle de vérité provisoire, ça ne veut pas dire des vérités qui dépendent de nos désirs, de nos intérêts. Non, la vérité scientifique, comme je vous l'ai dit, s'expose à la réfutation. Cela veut dire que les vérités
qui ont résisté à cette réfutation sont très fortes. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont absolument certaines. C'est ce que Popper appelle la vérisimilitude. On se rapproche de la vérité petit à petit, mais on n'est jamais sûr de l'avoir atteinte absolument. Au contraire, l'homme enfermé dans sa croyance ne recherche pas la vérité, que ce soit sur le monde ou sur lui-même, mais plutôt un peu de réconfort, de chaleur à mettre dans son cœur. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.